Les journalistes membres de l'UNJCI en congrès depuis ce matin. Au menu, le toilettage des textes et l'élection du nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Dans cette édition, on s'intéressera également à cette opération de déguerpissement des occupants illégaux du bassin du versant Gourou. Séisme dans le sud-ouest du Japon. Le bilan s'alourdit, au moins 30 morts et 1 millier de blessés. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Les journalistes membres de l'UNJCI en congrès, toilettage des textes et élection du nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Au menu de cette 9e édition, 2 candidats en lice, Traoré Moussa et Vamara Koulibaly. Le reportage de Herman Niamien. Accolades et échanges entre confrères journalistes, inscription sur les listes de présence et voilà les participants au congrès dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Le 9e congrès de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI peut donc commencer. Après le report du mois d'août 2015, les journalistes ont su aplanir leurs différends pour se donner les moyens de disposer d'une union forte, capable de défendre leurs intérêts. Ce jour constitue donc une date très importante pour la vie de l'UNJCI. À cet instant précis, saluer surtout les journalistes pour leur sens de la responsabilité. À la suite des mots de soutien des associations de presse et d'organisations patronales de la presse, le représentant de la ministre de la Communication, Foussata Bamba Lamine, présidente de la cérémonie, et le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, le parrain, exhortent les journalistes à demeurer professionnels et à faire preuve de maturité. Venus nombreux participer aux travaux, les journalistes disent attendre beaucoup de ce congrès qui a pour thème UNJCI 25 ans après, bilan et perspective. 25 ans, c'est l'âge de la maturité et pour nous, c'est l'occasion de doter l'UNJCI d'instruments pour que les journalistes, effectivement, puissent avoir une union beaucoup plus forte. Nous attendons des journalistes la cohésion, surtout la cohésion, parce que vous savez très bien, l'UNJCI a été secouée par une crise qui a entaché un peu son image. J'espère que ces résolutions qui sortiront donc de ce congrès seront également mises en œuvre, seront prises en considération par les journalistes pour que la corporation se porte bien. Les travaux du 9e congrès vont s'achever ce dimanche 17 avril par l'élection du nouveau président de l'UNJCI. 2 candidats sont en lice. Le président sortant Moussa Traoré et le challenger Vamara Koulibaly, journaliste au groupe Olympe. Le métier de journalisme, parlons-en. Comment lui rendre sa noblesse d'antan? Professionnalisme, respect de l'éthique et déontologie. L'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, OLPED, a sa petite idée sur la question. L'instance d'autorégulation des médias livre ses recettes dans un ouvrage intitulé « Le livre blanc de l'OLPED ». Moussa Konaté. Le livre blanc de l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. L'ouvrage décline l'une des missions de l'organe ivoirien d'autorégulation des médias, à savoir la promotion et la défense de l'éthique et la déontologie du journalisme. Comment être libre sans être indépendant, si on est journaliste? Ou comment être indépendant sans être libre? La deuxième question, comment être journaliste professionnel sans éthique, sans déontologie? Et la troisième question, c'est comment être libre, indépendant, en tant que journaliste, mais aussi en tant que média, sans éthique, sans déontologie. Voilà donc les 3 axes et leur déclinaison en 3 interrogations qui m'ont permis d'écrire cet ouvrage. Un ouvrage de 9 chapitres et 144 pages, produit avec le soutien de la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung. Ce livre blanc de l'OLPED constitue une réelle opportunité pour les professionnels des médias d'accompagner les acteurs politiques dans la voie de la réconciliation et de la démocratie sociale en renforçant les fondements de leur profession. Car la finalité de cette publication, selon moi, est de rassembler les outils intellectuels et techniques en vue d'élaborer dans l'environnement national les éléments d'un guide à l'usage du journaliste professionnel. Le livre blanc de l'OLPED est le second ouvrage publié par l'instance depuis sa création en 1995. Le premier, paru en 2001, est intitulé « L'OLPED, pionnier de l'autorégulation des médias en Afrique ».
Autre chose à présent, cette fois-ci, on s'y prend un peu plus tôt pour éviter inondations et drames au cours de la prochaine saison pluvieuse. Une opération d'assainissement a débuté le long du canal d'évacuation des eaux usées et pluviales. Les occupants illégaux du bassin du versant Gourou ont été déguerpis. Le constat avec Mamadou Kouassi. Les années passées, la saison pluvieuse a rimé avec calvaire pour certaines populations, confrontées à des inondations et des éboulements d'habitation. Des situations qui ont occasionné souvent des morts. De nombreuses infrastructures ont été réalisées par le gouvernement pour faire face à cette situation, dont les canaux d'évacuation d'eau usée et d'eau pluviale. Mais aujourd'hui, ces canaux sont occupés illégalement par des commerçants et autres artisans. Avant le début de la saison pluvieuse, une opération de déguerpissement est menée par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement. Il s'agit de libérer le bassin versant du Gourou afin de faciliter l'évacuation des eaux pluviales. Cette opération de déguerpissement des occupants illégaux du bassin versant du Gourou, démarrée dans la commune d'Abobo, va s'étendre à la commune d'Adjamé. Une opération qui n'est pas du goût de certains commerçants et autres artisans installés illégalement aux abords du bassin versant du Gourou. Après le bassin versant du Gourou, l'équipe de la ministre Anne-Désirée Oloto mettra le cap sur les occupants illégaux des voies publiques, revenus après une première opération de déguerpissement. On part maintenant à Tabou. La ville bénéficie désormais d'un abattoir plus fonctionnel. En effet, la municipalité vient de procéder à sa réhabilitation. Éleveurs et bouchers sont invités à en faire bon usage. Honorine Anigori. L'abattoir de la ville de Tabou est un ouvrage qui était dans un état de délabrement avancé. Il vient d'être réhabilité par la mairie de Tabou. Les travaux qui ont duré 1 mois concernent entre autres la charpente, le mini-château d'eau, le parc et le puits perdu. C'est le maire de la commune de Tabou, Julien Clébé, et le préfet du département, Yacouba Doumbia, qui ont procédé à l'inauguration de l'abattoir. Ils ont demandé aux éleveurs et aux bouchers de la localité d'en faire bon usage et de produire de la viande de bonne qualité à la population. Cette cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans le cadre de la première session ordinaire du conseil municipal de Tabou de l'année 2016. Au cours de cette session, le maire de Tabou, Julien Clébé, a remis des chèques d'un montant de 12 millions de francs CFA à plusieurs couches sociales, à savoir les confessions religieuses, les associations de femmes, de jeunes et aux élèves issus de milieux défavorisés. On va parler art et culture avec cette nouvelle plateforme d'échange, le marché international des jeunes créations d'Abidjan, lancé par la compagnie Doumanlé de l'INSAC. On en sait plus avec Parga Sorokone et Christelle Nda. Ambiance carnavalesque dans les rues de Cocody pour répandre le virus culturel. Il est 16h. Le ton du marché international Jeune Création d'Abidjan, Mishka, est ainsi donné. Même le soleil brûlant de l'après-midi n'a pas pu freiner ces étudiants de l'INSAC plutôt déterminés à promouvoir et à diffuser leurs créations. L'idée fondamentale, c'est que les artistes, aujourd'hui quand on finit de créer, surtout étant jeune, on cherche automatiquement à briser les frontières. Alors que dans le pays, il y a quand même des festivals qui existent. Et donc le Mishka a pour but vraiment de créer un lien entre les jeunes artistes et les programmateurs ivoiriens. 19h, place à la soirée artistique en présence d'illustres personnalités du milieu artistique et culturel. Les différentes prestations artistiques des étudiants ont ébloui plus d'un. Pour le directeur général de l'INSAC, c'est le résultat d'un travail acharné. Nous avons la matière, nous sommes sûrs que demain les étudiants que nous formerons porteront haut le flambeau de la culture ivoirienne. Le marché international Jeune Création d'Abidjan a enregistré la participation des pays tels que le Togo, le Burkina Faso et le Bénin. Ils en parlaient un peu, voilà, ils disaient ce qu'ils avaient comme idée et j'étais l'un des premiers à les soutenir sur ce point-là. Et dès qu'ils m'ont dit, écoute Marlène, nous sommes en train de passer à l'action, je me suis dit, il faut que je vienne vous soutenir. Et voilà, je n'ai pas hésité à prendre la route pour Abidjan. Exposition, théâtre, danse contemporaine, spectacle de contes, humour et bien d'autres marqueront l'essentiel de ces 3 jours d'activités d'échange culturel et artistique.
L'actualité ce jour au Congo-Brazzaville, c'est bien sûr Denis Sassou Nguesso, investi président de la République, près d'une dizaine de chefs d'État africains présents à la cérémonie d'investiture. Les pays occidentaux, y compris la France, étaient représentés par leurs ambassadeurs. Séisme dans le sud-ouest du Japon, le bilan s'alourdit. La série de tremblements de terre qui secoue depuis jeudi la région de Kumamoto a fait au moins 30 morts et 1 millier de blessés. 2 violents séismes qui ont provoqué destruction, incendies et glissements de terrain. Les secours craignent de nouvelles secousses. L'on s'intéresse à ce sujet sur la radicalisation islamiste. En France, ils sont lycéens et musulmans pratiquants. Ils ont souvent un copain parti en Syrie pour rejoindre les rangs de Daesh. Aujourd'hui, ces proies idéales des chasseurs de tête du djihad sont de plus en plus vigilantes. Un petit coin discret. C'est à cette condition que Yacine a bien voulu raconter sa mauvaise rencontre avec 3 rabatteurs à la sortie d'une mosquée de banlieue parisienne. On a direct parlé de la Syrie, de tout ça. Il m'expliquait pourquoi il faisait ça, la guerre sainte, par rapport à comme quoi il fallait mourir en martyr, on allait au paradis. C'était la meilleure des façons de mourir à la guerre pour sa religion. Ils ont des discours précis, encadrés, tout ça. Ces jeunes lycéens, tous musulmans comme Yacine, n'ont pas eu la frayeur de croiser la route de recruteurs. Mais l'un d'entre eux a vu son meilleur ami partir avec un autre faire le djihad en Syrie. Là-bas, il a rencontré Bilal Adfi, l'un des futurs kamikazes du Stade de France. Aujourd'hui, ils sont plus que jamais vigilants face à ceux qu'ils appellent des vendeurs de rêves. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui je suis prêt mentalement, parce qu'ils sont très très forts ces personnes-là. Parce qu'envoyer 1000 personnes, c'est pas rien. Ça fait d'autant plus peur que de se dire qu'il y a des personnes qui étaient à la base comme nous, qui disaient non, moi j'y crois pas, ce genre de choses et tout, qui au final sont partis. Farhad Khosrow-Kavar retrace les parcours de radicalisation depuis des années. Pour ce sociologue franco-iranien, pas de doute, les adolescents sont une proie facile pour les chasseurs de tête de Daesh qui n'hésitent pas à agiter un djihadisme sentimental en guise d'appât. Le départ là-bas leur donne d'abord la capacité de se sentir riche. Voilà, j'ai un appartement, il y a de la surabondance, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Et d'autre part, c'est devenir adulte par l'héroïsme, par la violence, par l'affirmation de soi, alors que en Europe et en France, ce sont des gens quasiment insignifiants. Nadia Dali en connaît aussi un rayon sur les techniques d'approche des recruteurs. Conseillère d'éducation depuis 14 ans dans un lycée de Seine-Saint-Denis, elle a transformé son bureau en lieu de parole et d'écoute. L'ennemi premier, c'est Internet. Vraiment, sur tous les retours qu'on peut avoir d'histoire sur des formes de radicalisation ou d'approche, elle est via Internet. Elle est vraiment sur, je vous dis, sur un élève qui va liker une page, je sais pas moi, sur un enfant en Syrie ou je sais pas quoi, ou qui va mettre un commentaire un peu virulent, on lui répond. Tiens, je te propose ça. Pour les empêcher de basculer dans ces illusions, le lycée a choisi de saturer le temps libre de ses élèves avec toutes sortes d'ateliers et espaces de parole. En faisant en sorte qu'ils se sentent ici chez eux, on espère avoir trouvé la parade pour les empêcher de partir là-bas. Et on termine en bref par cette initiative sans précédent. Le pape François ramène à Rome 12 réfugiés syriens. Les 3 familles de réfugiés syriens musulmans sont montées à bord de l'avion du souverain pontife qui revenait de l'île de Lesbos. Aucune spéculation politique selon le pape. Ces 3 familles avaient des documents prêts et en règle. Le pape qui ajoute, et je cite, « Ces 12 sont tous des enfants de Dieu et je privilégie les enfants de Dieu ». C'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.